Monsieur le Président du CFPE Enfants Disparus, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'abord de votre invitation et je suis très honorée d'ouvrir avec vous ce colloque sur les disparitions inquiétantes au lendemain de la Journée nationale des enfants disparus. Cette journée permet de rappeler chaque année aux familles l'existence du numéro vert européen, le 116 000, mais aussi de souligner l'incroyable travail que le CFPE Enfants Disparus réalise dans le champ de la protection de l'enfance. En effet, le 116 000 est un formidable outil que je m'attache en tant que ministre chargée des familles, de l'enfance et des droits des femmes à promouvoir. Je tiens notamment à saluer le travail d'information que vous menez auprès des familles et dont je me fais aujourd'hui et à chaque fois que l'occasion m'en est donnée, le relais. Informer sur ce qu'est une disparition d'enfant, ce qu'elle peut vouloir dire, comment la prévenir et surtout les moyens d'y répondre permet de mieux protéger les enfants et les jeunes. Chaque année, ce sont plus de 400 disparitions qui sont signalées. Le CFPE Enfants Disparus fait état de 3 catégories de disparitions: fugues, enlèvements parentaux et disparitions inquiétantes, au premier rang desquelles figurent les fugues qui représentent environ 80% des disparitions reportées dans les commissariats et les postes de police. Celles-ci revêtent, vous le savez mieux que moi, de multiples significations. Un enfant peut fuguer par rébellion, désirant davantage de liberté et d'autonomie, par survie, tentant de fuir une menace, ou encore sous l'influence d'un tiers, qu'il soit bien ou mal intentionné, encore que, en ce qui concerne le tiers qui serait bien intentionné, je me dis que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ces fugues témoignent généralement d'un mal-être profond, d'une faille de la discussion et de l'écoute au sein des familles. C'est aussi le cas du deuxième type de disparition identifiée, les enlèvements parentaux, qui sont de véritables violences qui fracturent les familles et privent l'enfant de son autre parent. Des séparations qui se passent mal, des tentatives d'échapper à la violence d'un conjoint, les causes sont nombreuses. La dernière catégorie est celle qui vous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, les disparitions inquiétantes, celles qui doivent déclencher l'alerte enlèvement. Les disparitions inquiétantes sont elles aussi protéiformes, mais ont là encore un point commun, la mise en danger du jeune ou de l'enfant. Mieux discerner les critères et les intensités du danger dès le début d'une disparition est primordial, et c'est, je crois, tout l'objet de votre colloque d'aujourd'hui. Cela me semble particulièrement nécessaire à l'heure où les risques qui entourent nos enfants semblent se multiplier. Malgré ces distinctions nécessaires à l'orientation des recherches, je tiens à rappeler que toute disparition est inquiétante et toute disparition doit nous inquiéter. Il est de notre responsabilité de savoir y répondre et aussi d'en prendre la mesure. Les violences de toute nature dont sont victimes les enfants sont encore trop nombreuses et trop souvent taboues. Elles nous plongent fréquemment dans une sidération qui nous paralyse et nous impuissante. Nous voudrions tellement croire en une société bienveillante et une famille protectrice qu'il nous est difficile de voir si près de nous les atteintes aux droits fondamentaux des enfants. C'est la responsabilité de l'État, sa mission régalienne, de veiller à ce que les parents soient soutenus et les enfants protégés, tous les enfants, en prenant en compte leurs besoins spécifiques. S'agissant des disparitions d'enfants, l'État joue pleinement son rôle, aux côtés du 116 000, pour apporter des réponses à toutes les situations. Et je tiens à saluer ici le travail remarquable des forces de police et de gendarmerie qui œuvrent quotidiennement à retrouver les enfants disparus, et notamment l'Office central pour la répression des violences aux personnes, avec qui le CFPE Enfants Disparus collabore précieusement. Mais l'État et les institutions n'assurent pas seuls la protection des enfants. Il est également de la responsabilité de chacun d'entre nous de veiller à la protection des enfants, au respect de leurs droits, et c'est un réel enjeu de société. La prise en compte des besoins de l'enfant, son meilleur intérêt, le respect de ses droits, sont le fondement de l'approche que je porte au sein du gouvernement. Ce sont ces principes fondamentaux que j'ai défendus lors de l'audition de la France par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies en janvier dernier. Et c'est animé des mêmes convictions que j'ai soutenu la signature du 3e protocole de la Convention des droits de l'enfant. En soutenant des évolutions institutionnelles, législatives et réglementaires durables, nous impulsons un changement de regard de la société sur l'enfance. Mieux protéger les enfants les plus vulnérables au travers de la réforme de la protection de l'enfance, de la lutte contre la pauvreté, soutenir davantage les parents dans leurs responsabilités, trouver des réponses adaptées aux besoins des tout-petits dans les dispositifs d'accueil du jeune enfant, permettre aux mères seules de souffler grâce à la création de solidarité de proximité. Toute l'action de mon ministère s'inscrit dans cette conviction
qu'il est possible de soutenir les capacités de tous les enfants, de prendre en compte la pluralité de leurs besoins, d'écouter leurs paroles. La bataille des droits de l'enfant est une bataille permanente. Je le sais, c'est une bataille que vous menez au quotidien en recherchant les enfants et en accompagnant leurs familles. L'attention portée à l'enfant est indissociable de son contexte de vie. L'enfant ne s'envisage jamais seul. L'enfance, âge à part, n'est pas un monde à part, rappelait Hannah Arendt. Enfance et famille se pensent ensemble, d'où la cohérence de mon ministère. Les politiques publiques qui les concernent s'articulent, se chevauchent et se complètent. Intérêt de l'enfant et intérêt de la famille s'accordent chaque fois que c'est possible, et lorsque ce ne l'est pas, c'est l'intérêt de l'enfant qui doit prévaloir. L'action du 116 000 tend parfaitement vers cet objectif. Protéger les enfants en accompagnant tant que possible les parents. Au-delà de déclencher des procédures qui sont primordiales, vous épaulez les parents dans des moments particulièrement douloureux de leur vie et travaillez aussi au maintien du lien avec l'enfant. Pour éviter les ruptures, nous le savons, il ne faut jamais arrêter d'échanger avec son enfant. Rétablir et entretenir la communication au sein des familles est un outil de protection de l'enfance et je sais que parfois c'est très compliqué. Dans le cas des fugues, cela peut permettre d'envisager un retour à domicile. C'est ce que tente de faire le Royaume-Uni avec le dispositif TextSafe qui permet aux associations de contacter par SMS un enfant présumé fugueur afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'une fugue. Cette technologie vise à rétablir une communication avec l'enfant ou le jeune disparu et permet d'éviter des phénomènes de marginalisation ou d'errance. L'association CFPE Enfants Disparus prépare aussi le retour au foyer familial des enfants et c'est un très fort enjeu. C'est dans cette même perspective que j'ai souhaité que la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant prévoie une obligation de suivi à l'issue d'un placement pour conforter le retour à domicile. Car accompagner les parents, c'est protéger l'enfant. C'est pourquoi j'encourage le développement d'actions de soutien à la parentalité. Et à ce titre, l'État et la CNAF ont pris des engagements. Les financements ont été augmentés. Depuis le 11 avril 2016, un livret des parents est envoyé à tous les parents qui attendent leur premier enfant au cours du deuxième trimestre de la grossesse. Ce livret informe les parents sur les besoins et les droits de l'enfant, ainsi que sur les outils et les lieux ressources pour les accompagner vers une éducation bienveillante et non violente. À ceux qui m'interrogent sur l'éducation sans violence, questionnement qui se réduit souvent à pour ou contre la fessée, un peu binaire, un peu simpliste, je tiens à rappeler que les violences corporelles, psychologiques, génèrent un stress qui a des conséquences néfastes sur le développement de l'enfant, notamment du point de vue de la confiance en lui et d'estime de soi. Éduquer un enfant sans violence, c'est œuvrer pour une société sans violence. Par ailleurs, en tant que ministre chargé de la protection de l'enfance et donc de la prévention des violences à l'encontre des enfants, j'avoue que je ne sais pas comment graduer et talonner les punitions corporelles et les violences. Je ne sais pas dire, vous pouvez taper jusque-là, c'est votre liberté éducative, et puis à partir de là, ça devient une violence. Donc, quand je ne sais pas répondre à cette question, je la contourne, et je considère qu'en disant qu'il ne faut pas frapper les enfants, je prends la voie la plus simple, mais aussi la plus efficace pour protéger les enfants des violences infrafamiliales. Dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance, j'ai également souhaité qu'une attention plus grande soit portée à la prévention. En cela, dès la période périnatale, je n'ai pas besoin de vous convaincre des vertus de la prévention, car je sais que le 116 000 enfants disparus mène aussi des actions destinées à prévenir les disparitions. Dès la période périnatale, il faut accompagner les parents pour diagnostiquer les risques de décrochage ou d'échec dans la construction du lien entre les parents et les enfants. Le parcours des bons réflexes que votre association a développé est un jeu que j'encourage tous les parents à découvrir avec leurs enfants. La reconnaissance du danger et des situations à risque est un apprentissage et il est parfois difficile pour des parents de trouver le subtil équilibre entre le respect et le soutien à l'autonomie de son enfant et la vigilance à sa sécurité. Les actions de prévention peuvent les aider dans cette démarche. Mais j'avoue que je m'interroge aussi sur la manière dont nous protégeons nos enfants des dangers du monde extérieur. Je voyais récemment une étude ou un article, enfin un travail fait par des psychologues ou des pédopsychiatres sur le changement de mode de vie des enfants entre peut-être ma génération ou la génération même d'un certain nombre d'entre vous qui est postérieure à la mienne et les enfants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants ne jouent plus dehors, très peu.
dans les zones urbaines. Ils vont peu à l'école à pied, dès lors que l'école est à plus de 100 mètres de la maison, où ils y vont très tard, pas avant le collège. Et le monde extérieur est un monde jugé, appréhendé par les parents comme étant un monde forcément dangereux. Et en fait, c'est pas facile, je trouve, de trouver le bon équilibre entre la protection de l'enfant, la mise à l'abri du danger et en même temps l'apprentissage de l'autonomie et de l'espace public qu'ils devront bien à un moment donné ou à un autre affronter et dans lequel ils devront apprendre à évoluer. Je glisse ça parce que c'est une question qui me préoccupe et je suis frappée comme à la fois à quel point on surprotège nos enfants et on les surexpose en même temps et on ne les protège pas assez des violences, particulièrement des violences intrafamiliales. Il se trouve que je suis aussi ministre des droits des femmes. Et là encore, je souligne la cohérence de ce portefeuille ministériel, même s'il a pu paraître un peu baroque au moment de ma nomination dans ces responsabilités. Et pour avoir de longue date agi, milité, sensibilisé en faveur de la prise en compte des violences intrafamiliales faites aux femmes, je trouve qu'aujourd'hui, on est bien plus avancé dans la prévention et la lutte et les dispositifs accompagnant les violences faites aux femmes, dans la compréhension de notre société de l'inacceptabilité des violences faites aux femmes, que l'on ne l'est à l'égard des violences faites aux enfants. Nous avons là, pour les enfants, un chemin qui reste à parcourir et je salue les associations qui œuvrent dans la reconnaissance des droits de l'enfant ou pour l'accompagnement des enfants pour cette contribution à un chemin qui nous reste encore à faire et qu'il ne faut pas faire trop tranquillement, trop plan-plan, pour lequel il faut accélérer. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon portefeuille, j'associe tous ces sujets et les associations qui portent les droits de l'enfant sont indispensables dans leur expression publique et aussi le travail que nous faisons autour des besoins de l'enfant, ce que j'ai initié pour ceux qui ont peut-être suivi ça, avec le rapport dit rapport Jean-Pinot, qui est la prise en compte des besoins de l'enfant dans les dispositifs, dans l'accueil des jeunes enfants, et en particulier dans les crèches, chez les assistantes maternelles, dans la préscolarisation des 2-3 ans. Et il y a pour moi une grande cohérence entre promouvoir la prise en compte des besoins de l'enfant, soutenir son développement et ses meilleures capacités, lutter contre les violences intrafamiliales, que ce soit les femmes ou les enfants qui en sont victimes, et aujourd'hui être auprès de vous sur ce sujet spécifique des disparitions inquiétantes. La réforme de la protection de l'enfance vise aussi à éviter les ruptures dans les parcours de vie des enfants. Certains âges de la vie constituent en eux-mêmes une rupture. C'est notamment le cas du passage à la majorité. Les presque majeurs ou tout jeunes majeurs peuvent faire partie de ces jeunes qui disparaissent sans pouvoir être recherchés et auxquels vous allez vous intéresser aujourd'hui. Et il y a des enfants dont les familles s'inquiètent, mais il y a aussi des enfants dont c'est l'aide sociale à l'enfance qui assure la protection et la disparition, l'errance d'un très jeune majeur qui ressort de la protection de l'enfance est un sujet que j'inclus totalement dans vos propres préoccupations. Et en plus, ce sont des jeunes qui n'ont pas de famille qui les signalent. Qui signale un jeune majeur qui sort de l'aide sociale à l'enfance, dont le dispositif de soutien s'est arrêté, pour lequel, dans certains départements, malheureusement c'est le cas, il n'y a pas de suivi post-majorité et qui disparaîtrait. D'accord, ce n'est plus un mineur au sens juridique, au sens du Code civil, mais néanmoins, c'est encore un jeune. Voilà. Et ce jeune-là qui signale qu'il a disparu. Et c'est un point d'attention sur lequel je suis préoccupée. C'est pour ça d'ailleurs que dans la réforme de la protection de l'enfance, dans la loi de 2016, j'ai tenu aussi à ajouter une obligation, une recommandation de suivi des jeunes majeurs après le passage à la majorité par les départements qui en ont la responsabilité. Ce n'est pas la même prise en charge, ce n'est pas le même coût, parce qu'on parle de coût dans ces sujets-là beaucoup, ce n'est pas le même coût pour les départements, mais c'est l'attention qui continue d'être donnée à un jeune pour lequel la famille ne jouera pas ce rôle. Des départements le font, je pense en particulier au département des Landes, qui suit jusqu'à 25 ans ces jeunes sortis de l'ASE,
et qui les accompagne avec un rendez-vous régulier, voir comment ça va. Et probablement que ce suivi peut s'arrêter avant 25 ans, si les services du département considèrent que le jeune est sur des bons rails et qu'il n'a plus besoin de ce type d'accompagnement. Et ben voilà, c'est comme d'habitude, je me suis éloignée beaucoup de mon texte et il faut que je me retrouve. Voilà. Donc, je reprends là où j'ai fait le discours buissonnier. C'est pourquoi les presque jeunes majeurs, encore adolescents, je disais, doivent faire l'objet d'une attention particulière. Nombreux sont ceux qui disent en souffrance, à ressentir un mal-être. C'est encore davantage le cas pour les jeunes filles. Et cette souffrance adolescente doit être prise au sérieux. Et dans les mois à venir, je souhaite engager des actions à destination de ces adolescents et de leurs familles qui se sentent souvent démunis dans cette période de grand bouleversement qu'est l'adolescence. C'est vrai pour tous les jeunes, mais ça l'est encore plus pour ceux, disais-je, qui ont un parcours en protection de l'enfance. J'ai donc, voilà, je saute puisque j'ai une partie, peut-être une mesure dont je suis très fière, qui n'est pas directement connectée au sujet d'aujourd'hui, mais qui l'est quand même un peu. Dans cette loi d'avril 2016 sur la protection de l'enfance, j'ai aussi souhaité que les jeunes qui ont passé un long temps de leur vie en protection de l'enfance disposent d'un petit pécule quand ils rentrent dans la majorité. Quand les jeunes quittent l'ASE, ils n'ont rien. Et quand je dis rien, c'est rien. C'est-à-dire aucun d'entre nous ne mettrait son enfant à la rue à 18 ans en lui disant « maintenant, débrouille-toi » et sans un centime. Et donc c'est pour ça que j'ai opéré un petit arrangement, puisqu'on a attribué l'allocation de rentrée scolaire qui était toujours versée aux familles des enfants, à toutes les familles des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, ce qui pouvait étonner dans un certain nombre de cas. Et cette allocation de rentrée scolaire sera désormais versée sur un compte dépôt à la Caisse des dépôts et de consignation, un peu sur le système qui est celui des enfants artistes, qui fait que les sommes sont bloquées. Et à sa majorité, le jeune qui sort de l'ASE pourra récupérer ce petit pécule qui lui permettra de payer une caution pour un logement, de s'équiper, enfin de faire ce que tout le monde fait, quoi, en fait, dans la vie. Et je trouve quand même très insoutenable que 40% des jeunes âgés de 18 à 24 ans qui vivent dans la rue soient des jeunes qui aient connu un parcours en protection de l'enfance et que pour partie des jeunes qui ont été accueillis en protection de l'enfance, ce soit l'errance et la rue qui soit la sortie de l'ASE. Nous savons les situations de fragilité, de rupture, d'exclusion sont aussi le terreau de la radicalisation. Je voudrais en dire un mot. À l'adolescence, la vulnérabilité est plus grande et le besoin de repères se fait plus fort. Les recruteurs des réseaux terroristes tentent de profiter de cette fragilité adolescente en se substituant aux familles, en se substituant à l'entourage proche de ces jeunes, en repérant d'ailleurs les familles fragiles et en ciblant ces jeunes et en proposant des nouveaux repères et une nouvelle grille de lecture du monde. En matière de lutte contre la radicalisation, je sais que le 116 000 a reçu des alertes de nombreuses familles, notamment avant la mise en place des cellules. Et face à ce phénomène nouveau auquel nous sommes confrontés, nous avons besoin de la compréhension et de la mobilisation de chacun. Votre expertise vous permet d'orienter efficacement les familles qui vous appellent vers les cellules préfectorales. Cette action, ces réflexes sont primordiaux et essentiels. Dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, nous agissons aussi de manière préventive en menant des actions avec les familles et pour elles et en formant les têtes des réseaux associatifs en matière d'accompagnement à la parentalité dans ces enjeux spécifiques qu'est la prévention à la fois de la radicalisation. Je ne limite pas mon attention au risque de passage à l'acte. Le passage à l'acte étant soit le départ en Syrie ou peut-être demain dans d'autres espaces géographiques, ou le passage à l'acte dans des actions terroristes, mon attention est aussi mobilisée sur l'emprise religieuse, sectaire, qui s'étend sur un certain nombre de jeunes et d'adolescents. Donc prévenir les risques de radicalisation, c'est aussi se mobiliser et agir avant qu'on soit au risque de passage à l'acte. Enfin, les actions de soutien à la parentalité ne peuvent pas se passer sans l'implication des parents. Elles ne peuvent pas se faire ni se concevoir sans eux. Et il me semble en effet primordial, vous le faites aujourd'hui avec les parents de Lucas,
monsieur et madame Tronche et la mère de Mustapha, madame Baloul, de donner la parole aux familles, qui mieux qu'elles peuvent témoigner et partager ce qu'elles vivent, et partager aussi leur savoir expérientiel qu'elles ont acquis dans la souffrance qu'elles connaissent. La prévention par les pairs, le fait de redonner du pouvoir d'agir aux familles sont aussi les conditions d'une politique publique réussie. Dans le champ de la protection de l'enfance, j'ai travaillé avec des enfants qui ont été confiés à l'ASE et des parents dont les enfants ont été confiés à l'ASE. Ceci dans le cadre de la grande concertation que j'avais mise en place, préfigurant la feuille de route. Lors de cette concertation, un grand nombre d'acteurs ont été consultés, les familles, les associations, les professionnels de terrain, les élus, les institutionnels. Et ce sont des acteurs au vécu et aux pratiques diverses qui n'ont que trop peu l'occasion d'échanger et de confronter leur expérience et leurs ressentis. Or, je considère que le décloisonnement est la réussite d'une action efficace. 116 000 enfants disparus s'illustrent notamment par cette démarche d'ouverture et de partenariat indispensable. La logique partenariale s'applique tout d'abord au niveau européen et nous pouvons nous féliciter d'avoir un numéro commun à 29 pays européens et surtout des services de police et de gendarmerie qui collaborent sur ces sujets. Au-delà de cette collaboration internationale, il existe aussi une véritable synergie entre les professionnels, les juristes, les psychologues et les structures. Je pense à l'association, votre association, ou à l'Office central, à l'OCRVP, qui lutte contre les disparitions. La cellule de suivi du CFPE Enfants disparus assure notamment un travail remarquable de coordination des différents acteurs. Pour bien se coordonner, il faut d'abord se connaître et pouvoir communiquer de manière fluide. C'est pourquoi j'ai tenu à structurer des espaces pérennes d'échanges transversaux et interministériels dédiés à l'enfant et à sa protection. Cela se traduit notamment par la création de 2 instances placées auprès du Premier ministre. La première qui est un Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge qui sera doté d'une formation spécialement dédiée à l'enfance. Et la deuxième, c'est le CNPE, Conseil national de la protection de l'enfance, qui sera amené, lui, à siéger pour qui sera constitué pour assurer la coordination des différents acteurs. C'est à la fois un lieu dans lequel le pluri-institutionnel et le pluridisciplinaire indispensable au plan local, parce que je rappelle toujours que ce sont les départements qui ont la responsabilité, pour que ce plurinstitutionnel et le pluridisciplinaire se déploient au plan local, il faut qu'il y ait que l'exemple vienne d'en haut d'un certain point de vue. Et donc ce CFPE sera un lieu de décloisonnement des différents acteurs, des différents métiers, des différentes institutions qui s'organisent autour des enfants et qui parfois ne s'organisent pas d'ailleurs. J'avais été très frappée quand j'avais découvert le nombre d'adultes ou d'institutions qui peuvent se pencher auprès d'un enfant ou d'une famille en difficulté et qui ne se parlent pas. Voilà, qui ne sont pas forcément amenés à se croiser, à se rencontrer. Donc le décloisonnement, le plurinstitutionnel est à mon sens une clé de l'évolution de toutes les politiques publiques en matière sociale et particulièrement de celles qui s'organisent autour des enfants et de leurs familles. Voilà, protéger l'enfant avec sa famille, c'est l'une des missions que vous vous êtes fixées et que vous remplissez avec énormément de rigueur et d'innovation, de capacité d'innovation sociale. C'est la même préoccupation de l'enfant, de son bien-être, au respect et de ses droits, qui est présente dans, je le souhaite, chacune de mes actions. C'est également ce que tous vous faites quotidiennement dans l'exercice de vos métiers. Être attentif, communiquer avec son enfant est une responsabilité des parents, mais plus largement une responsabilité de nous tous, de toute la communauté. Il faut tout un village pour éduquer un enfant, dit un proverbe africain. C'est ce qui doit nous encourager à prendre en compte toute disparition, car je l'ai dit en introduction, toute disparition doit nous inquiéter, et c'est ce qui justifie la mobilisation et la réactivité exemplaire dont vous faites preuve, mais aussi que vous impulsez. Je vous remercie. Je ne pourrai pas rester avec vous pour la suite de vos travaux, j'en suis désolée, et je vous souhaite des sessions riches, productives, et je veux encore vous remercier et vous féliciter de votre action. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre. Et on aurait envie, parce que les propos que vous avez tenus sont quand même très stimulants, on aurait eu envie de vous garder avec nous toute la journée, mais on comprend très bien que vous ayez d'autres obligations.